Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, le point 182, l'urgence suivante, le projet de loi 12 290A lié au projet de loi 12 291A, rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier pour le projet de loi 12 290A, le projet de loi de messieurs et mesdames Cyril Ellon et co-signataires, modifiant la loi 10 788 relative à l'aménagement du quartier Praille-Acacia-Vernet, modifiant les limites de zone sur le territoire des villes de Genève, Carouge et Lancy, création d'une zone 2, de diverses zones de développement 2, d'une zone de verdure et d'une zone de développement 2 prioritairement affectée à des activités mixtes, pour que la PPE, en droit de superficie dans le PAV, qui évite toute spéculation tout en préservant les droits économiques légitimes des superficiaires, pour de la PPE, en préservant les droits économiques légitimes des superficiaires. Le deuxième projet de loi, donc, c'est le 12 291A, projet de loi de messieurs et mesdames Olivier Tcherouti et co-signataires, modifiant la loi 10 788 relative à l'aménagement du quartier Praille-Acacia-Vernet, modifiant les limites de zone sur les territoires des villes de Genève, Carouge et Lancy, création d'une zone 2, de diverses zones de développement 2, d'une zone de verdure et d'une zone de développement 2 prioritairement affectée à des activités mixtes pour de la PPE dans le PAV. Le rapport de majorité est de M. Sébastien Desfailles, le rapport de première minorité de M. Nicolas Clémence, le rapport de seconde minorité de M. Rémi Pagani et le rapport de troisième minorité de M. David Martin. Et je passe la parole au rapporteur de majorité, M. Sébastien Desfailles. Oui, merci, Monsieur le Président. Ces deux projets de loi ont pour objet la PPE en droit de superficie et la PPE en pleine propriété dans le périmètre du PAV. Le PL 12 290 est plus spécifiquement consacré au régime de la propriété par étage en droit de superficie dans le PAV, sur toutes les parcelles en zone de développement propriété de l'État, d'une commune ou d'une fondation de droit public. Le PL 12 291 est consacré à la vraie PPE, la PPE classique, c'est-à-dire la PPE en pleine propriété dans le PAV. Ce projet de loi vise à ce que les logements construits sur les parcelles du PAV, appartenant initialement à l'État, à une commune ou à une fondation de droit public et en zone de développement, comprennent une part minimale de 24% de PPE en pleine propriété, contre, malheureusement, 0% aujourd'hui. Alors, je vais débuter par le PL 12 290. Je vais entrer dans les détails, mais pas trop. Simplement vous rappeler un article de la Tribune de Genève du 12 août 2018 qui, sur le droit de superficie de Gentot, titrait « Ils sont poussés à devenir locataires de leur propriété. Cruelle surprise pour 6 ménages. La commune ne veut plus leur louer le sol où se dresse leur maison qu'elle compte racheter. » Un propriétaire disait, propriétaire en droit de superficie, disait « On nous dit que nous pourrons rester, mais tout ce que nous avons par écrit, c'est une lettre, nous intimons l'ordre de partir. » Alors voilà, la sécurité juridique entourant les PPE en droit de superficie dans le PAV est tout aussi criante. Alors que, lors de la campagne du PAV en 2018, le Conseil d'État soutenait que les superficiaires en PPE seraient traités comme des propriétaires et que le droit de superficie est de la quasi-propriété, le flou est aujourd'hui savamment et volontairement entretenu au détriment des superficiaires. La loi 10 788, même avant amendée avec la loi 12 052, est muette sur la durée du droit de superficie, sur le montant de la rente, sur celle du retour du bien immobilier et sur l'application ou non de la loi Longchamp. Il appartenait ainsi aux députés de tenir compte des dangers réels et concrets du droit de superficie lorsque son régime légal ne reprend pas les spécificités minimales requises pour la PPE et de clarifier les conditions applicables. C'est ainsi que le projet de loi 12 290 prévoit en substance ce qui suit. 1. La reprise du mécanisme de la loi Longchamp au droit de superficie dans le PAV, ce pour éviter la spéculation. 2. La durée du droit de superficie, fixée à 99 ans renouvelable. 3. La rente de superficie à 10 francs par mètre carré, SBP, je précise bien et je souligne pour Nicolas Clémence, ce qui ne péjore pas
de manière trop substantielle la charge d'usage. Et 4, la détermination de la valeur de retour de l'immeuble à l'expiration du droit de superficie, cette valeur correspondant à la valeur vénale du logement en pleine propriété. Je souligne et je dis aussi, il est précisé ici que cette valeur de retour ne prend pas en considération la valeur du terrain. Voilà pour le PL 12-290. Le PL 12-291, comme vous le savez tous, le PAV est le plus grand périmètre du canton en termes de superficie et de potentiel à bâtir. C'est aussi le dernier grand périmètre du canton de Genève. Le développement de ce périmètre doit répondre à de nombreux enjeux concernant notamment la mixité, la qualité des logements et des espaces publics, et la pénurie des logements pour la classe moyenne, la grande oubliée du développement urbanistique de ces 10 dernières années. C'est à ces enjeux que répond le PL 12-291. Alors, s'agissant de la mixité, il faut d'abord assurer la mixité sociale dans le PAV, et cela a été reconnu et relevé par le conseiller d'État Antonio Olgers. Il est en effet, je le cite, important d'empêcher la construction de ghettos sociaux, que ceux-ci soient d'ailleurs réservés aux plus pauvres ou aux plus riches des habitants du canton. C'est la mixité sociale qui structure la paix sociale, la diversité en milieu scolaire, la capacité à se mélanger, etc. Et alors qu'il s'agit du projet d'aménagement et de logement le plus ambitieux de l'histoire de Genève et qu'il impactera le canton sur un plan démographique et social, le PAV fait fi de la mixité sociale. Ce sont 62% de logements sociaux qui sont prévus dans le PAV, sans garantie en ce qui concerne le pourcentage de logements locatifs destinés à la classe moyenne et sans aucun logement en PPE, en pleine propriété, à prix contrôlé. Il faut ensuite assurer une qualité dans la construction des logements comme dans celle des équipements publics. Et pour cela, il faut des plans financiers qui tournent. Cette qualité dans la construction impose, exige la présence de PPE en pleine propriété. Il convient enfin de répondre à l'immense demande de la population genevoise en PPE, plus précisément en vrai PPE en pleine propriété. Des milliers de familles genevoises de la classe moyenne ont la ferme intention de devenir propriétaires, étant rappelé qu'à terme, il est moins onéreux d'être propriétaire que titulaire d'un droit de superficie. Sur le temps de votre groupe. L'ensemble des conditions sont favorables à ce que l'accession à la propriété soit garantie à la classe moyenne, hormis la production de PPE en suffisance qui fait défaut. Il est donc impératif d'augmenter l'offre de PPE dans le canton de Genève pour répondre à cet engouement des familles genevoises et éviter leur départ dans le canton de Vaud ou en France voisine. Il en va de l'intérêt public de répondre à ce besoin, et à cela s'ajoute, bien entendu, la nécessité d'éviter des pertes fiscales substantielles avec leur départ. Ce sont entre 500 et 700 millions de francs de recettes fiscales qui sont perdus annuellement par le canton de Genève, qui ne peut se le permettre tant la pyramide fiscale dépend d'un très petit nombre de contribuables. Il est donc essentiel que le plus grand et dernier périmètre constructible du canton comporte un nombre important de PPE en pleine propriété pour augmenter l'offre. C'est le type de logement pour lequel la pénurie est la plus forte, en raison notamment de leur prix attractif, avec régulièrement des dizaines de postulants à l'achat pour chaque PPE construite. Alors, pour conclure, le canton de Genève ne doit pas rater le développement du PAV, qui constitue le plus important projet urbanistique du XXIe siècle. Il est donc légitime de considérer que l'impact de ce projet dépassera la simple question de l'aménagement du territoire. Il y aura des conséquences sur les rentrées fiscales, les charges de l'État, la mixité sociale, etc. La majorité de la Commission vous invite en conséquence à accepter les projets de loi 12-290 et 12-291. Merci. Merci. Je donne la parole au rapporteur de première minorité, Nicolas Clémence. Merci beaucoup, Madame la Présidente de séance. Mesdames et Messieurs les députés, les deux projets de loi dont nous traitons aujourd'hui, je le dis d'entrée, auraient dû être retirés par leurs auteurs.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont été déposés en mars 2018, moins d'un mois après le vote du Grand Conseil sur le PL 12052A, qui avait permis d'augmenter déjà la proportion de logements et de renforcer la mixité locale sociale dans les futurs quartiers du PAV, par l'introduction notamment d'une part minimale de logements en PPE à 12% sur les terrains en main publique. C'était le fruit d'un compromis entre les acteurs du PAV, qui a été soutenu par le Grand Conseil, par les conseils municipaux de la ville de Genève, de Lancy, de Carouge, de l'ASLECA, mais aussi des associations de propriétaires comme Pic Vert. Et cette loi a été soumise au peuple par référendum extraordinaire et acceptée par une large majorité de 61% des Genevoises et des Genevois le 10 juin 2018, soit après le dépôt de ces projets de loi. Ils viennent donc remettre en cause, moins de 5 ans après une votation populaire, l'accord qui a été trouvé entre les acteurs du PAV. Concernant la rente annuelle qui est fixée par l'un de ces projets de loi à 10 francs par mètre carré, pour les PPE en DDP dans le PAV, eh bien, si on prend la comparaison avec la troisième zone de développement, ce montant est fixé 3 fois moins cher que le prix du marché, et ceci arbitrairement. C'était d'ailleurs reconnu par les auteurs du projet de loi qui ont mentionné lors de leurs auditions que ce taux était arbitraire et ne correspondait à rien. De plus, il n'est même pas indexé, donc on se demande ce que ce taux deviendra dans 10, dans 30, dans 50 ou dans 100 ans à l'échéance de ces DDP, puisque la durée aussi est fixée. On s'interroge un petit peu sur le libéralisme de certains quand on voit que, contrairement à ce que permet le Code civil suisse, dans des accords de droit privé, eh bien, normalement, les durées des DDP ou les montants des rentes doivent être négociés entre les parties. C'est donc fixé là par la loi, c'est assez étonnant. Ensuite, ces deux lois ont des conséquences financières pour l'État de Genève, puisqu'il est propriétaire des terrains. C'est inscrit au patrimoine financier de l'État comme immeuble de placement. Dès lors, toute diminution du rendement public implique une réévaluation à la baisse des valeurs et donc des pertes comptables. Le département a distingué deux conséquences directes financières, des pertes sur l'ensemble des parcelles propriété de l'État dans le PAV, une moins-value comptable de l'ordre de 20 millions immédiatement au vote de ces projets de loi, ou du PL 12990 plus précisément, et ensuite un manque à gagner dans le cadre de la valorisation future des terrains concernés, puisque les rentes pourraient diminuer de 4,6 millions par année, c'est-à-dire un rendement inférieur de 19%, et donc une érosion sensible des rentes sur les terrains propriété de l'État. Sur le PL 12291 plus précisément, il exige que la part de logement dans le périmètre du PAV sur les parcelles propriété de l'État d'une commune ou d'une fondation de droit public et en zone de développement soit pour une part minimale de 24% en pleine propriété. Les auditions ont pu démontrer que le nouvel article 4A posait un problème fondamental puisque, en exigeant cette part de 24% uniquement en pleine propriété, le projet de loi revient à aliéner le foncier public, c'est-à-dire ça viole l'article 98 de notre Constitution qui normalement exige une aliénation qui fasse l'objet d'un projet de loi ad hoc pour chaque parcelle. Donc ça aussi, ça viole l'accord validé par le peuple en 2018. Enfin, la fondation du PAV a été également auditionnée. Elle nous a expliqué ses buts, qui étaient d'acheter des droits de superficie d'entreprises industrielles se trouvant actuellement sur le terrain du PAV et les revendre aux particuliers qui décident de s'installer sur ces terrains. Et puis, dans le but ensuite de pouvoir rendre des terrains à l'État dans 40 ans, sans que l'État n'ait bien sûr perdu l'argent, l'opération devait être blanche. Évidemment, si on change les conditions et qu'on les met à un tiers du prix de rente du marché, eh bien, le business plan de la Fondation PAV ne fonctionne plus. Et la Fondation a confirmé lors de son audition que ça mettrait en danger ce business plan à la fois par la rente, pour la perte de recettes, mais aussi par le fait de devoir verser une indemnité à valeur vénale à l'échéance des DDP, puisque normalement il aurait fallu fixer, en tout cas, alors ça c'était précisé par le rapport, mais ce n'est pas dans le projet de loi, que la valeur des terrains n'était pas incluse dans ces retours de valeur vénale à échéance. Enfin, si elle devait vendre 24% des terrains dont l'État est propriétaire des investisseurs pour réaliser la PPE, il y aurait conflit avec les missions qui lui sont gonflées. Vendre le quart des terrains du PAV et à la fois faire du logement social, c'est irréalisable. Et enfin, le plus grave, c'est que ces projets-là ne sont pas conformes au droit. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez peut-être lu en introduction, ces deux projets de loi sont des modifications de limites de zone. Or, les modifications de limite de zone répondent à des critères très précis pour changer la zone d'affectation du sol. Ça correspond notamment à l'article 15. L'article 15 est suivant de la LAT, la loi d'application de l'aménagement du territoire au niveau fédéral, qui demande normalement de passer par une motion du Grand Conseil, qui est l'outil pour le Grand Conseil pour initier ce type de modification de zone, un projet de loi du Conseil d'État, qui ensuite doit passer par une enquête publique, par des décisions, des délibérations des conseils municipaux concernés, et puis, bien évidemment, ensuite, une procédure d'opposition et enfin, un dépôt du projet de loi par le Conseil d'État auprès du Grand Conseil. Toutes ces étapes-là n'ont pas été respectées avec ces projets de loi, puisqu'on vient directement
avec des PL devant notre Grand Conseil, c'est-à-dire que les communes ne sont pas positionnées, la population n'a pas pu faire de référendum communal, il n'y a pas eu d'opposition possible par les propriétaires concernés ou les riverains ou tous les gens qui sont à même de faire des oppositions dans ce cadre-là. Donc on voit même que dans le processus parlementaire, les membres de la majorité ont annoncé lors de la commission voter ces deux projets de loi dans le but d'ouvrir de nouvelles négociations entre les partis, parce qu'elles avaient lieu en parallèle des commissions. On avait des discussions aussi avec le Conseil d'État et les représentants de chaque parti. Et enfin, pour provoquer le débat, reconnaissant qu'il y avait un risque que le Conseil d'État ne demanderait peut-être pas le troisième débat dans ce cadre-là. En conclusion, force est de constater que ces deux projets de loi ils ne respectent pas le droit supérieur, la législation existante, ni les procédures d'approbation nécessaires pour la modification de zone de la loi PAV. Et à l'évidence, ils auraient dû, les auteurs de ces projets, passer par des motions au Grand Conseil pour respecter les dispositions légales. Et en plus de ça, ces articles ne respectent pas la Constitution, en particulier l'article 98. Sur le temps de votre groupe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous avons pu démontrer que les deux PL fixaient des dispositions inapplicables. Ils cassent un accord institutionnel consensuel entre les acteurs et brisent la nécessité dont ont besoin les acteurs pour construire sur des bases solides le PAV. Des bases stables qui doivent permettre de monter des projets de logement sur des longues durées. Et donc, si on change les règles tous les ans ou tous les 5 ans même, eh bien, ça ne fonctionne plus, les business plans ne fonctionnent plus. Et donc, cette mixité satisfaisante dans le PAV, à laquelle faisait référence le rapporteur de majorité, elle a d'ores et déjà été introduite par la révision de la loi PAV, et cette révision a été acceptée par le peuple. Donc, je ne comprends absolument pas qu'on revienne avec ces projets de loi qui sont antérieurs à une votation populaire. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les députés, la minorité vous invite à refuser ces deux projets de loi. Merci. Je donne la parole au rapporteur de deuxième minorité, Rémi Pagani. Merci, Madame la Présidente de séance. Je ne reviendrai pas sur les considérations juridiques, économiques, et puis alors sur les 10 francs le mètre carré, enfin sur ce cadeau qui est, je sais qu'on est en période électorale, mais qui va comprendre, qui nous écoute, va se dire qu'on va pouvoir avoir un droit de superficie à 10 francs le mètre carré. C'est subventionné sur la base de biens publics, parce que ces terrains ont été achetés par des générations qui nous ont précédés pour en faire un bien commun, pour faire en sorte que nos petites et moyennes entreprises, je vous le rappelle, puissent, elles, être subventionnées. Mais là, on passe d'une subvention à des gens qui, effectivement, à des entreprises qui voient leur capital être immobilisé pour des zones en zone primaire, voyaient leur capital immobilisé à une volonté de la collectivité de les aider à ne pas immobiliser le capital et à le mettre dans l'innovation, dans la création de richesses. Et puis là, on se retrouve avec des gens qui nous proposent 10 francs le mètre carré. Ça veut dire qu'on met cet argent à disposition pour spéculer, parce qu'il n'y a pas d'autres termes. On met à disposition les terrains de la collectivité qu'on avait mis à disposition des petites et moyennes entreprises, à disposition d'une soi-disant classe moyenne. Enfin, je me permets de rire. À disposition de gens qui vont 10 ans après, 20 ans après, faire des bénéfices faramineux sur la rente foncière. Ils ne créeront aucune richesse. Eux, ils profiteront des biens de la collectivité pour se faire passablement d'argent. Ceci étant, moi, ça ne m'étonne pas qu'on en arrive là. Au tout début, je vous rappelle, il y a 15 ans, 20 ans, j'ai fait partie de ceux qui ont lancé un référendum contre le déclassement de la zone Praille-Acacia-Vernet, parce que nous savions que sans projet concret, nous allions en arriver là. Certains ont cru passer des accords auxquels nous nous sommes toujours refusés de mettre la main. Ensemble à gauche, la liste d'Union populaire, s'est refusé de mettre la main dans ces accords. Et nous avons bien eu raison, parce qu'aujourd'hui, les Verts et les socialistes qui nous font la leçon en disant « oui, mais maintenant, après 5 ans, oui, mais je me permets de la faire, parce qu'effectivement, il y a de quoi de la faire. 5 ans après une votation populaire, la droite n'entérine pas cet accord. À qui peut-on faire confiance ? Eh ben nous sommes partis du fait qu'on ne pouvait pas faire confiance à une droite qui ne cherche
qui ne cherchent qu'à faire des profits sur le dos de qui, en fait? Sur le dos de la majorité qui cherche, je vous rappelle, 90% de la population à Genève cherche à se louer, à louer un appartement, à se loger. Et vous, ce que vous avez, vous êtes entré en matière sur le fait de dire il faut quand même laisser à des personnes, il faut laisser la droite un petit espace où on puisse spéculer, où on puisse acheter son logement, où on puisse avoir le sentiment d'être propriétaire. Aujourd'hui, la droite nous dit, non, le droit de propriété, le droit de superficie, la propriété en droit de superficie, c'est pas de la propriété, c'est une pseudo-propriété. Nous, on veut c'est de la propriété pleine et entière, sur le dos de la collectivité. C'est ça la logique dans laquelle vous êtes rentrés. Je le déplore, et pour l'instant, j'attends de voir, mais de toute façon, on va aller soit au tribunal fédéral qui cassera ces deux lois, soit en une votation populaire pour faire en sorte que le peuple, le corps électoral, se prononce une deuxième fois pour dire que sur les terrains de la collectivité, comme il est prévu dans notre Constitution, il n'est pas question de faire du profit et de faire de la spéculation. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Je passe maintenant la parole au rapporteur de troisième minorité, monsieur David Martin. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Pourquoi sommes-nous ici en train de discuter à nouveau du PAV ? Eh bien, c'est très simple. La raison est que la droite ne digère définitivement pas sa défaite sur la loi PAV de 2018, où 61,44% de la population a donné raison à la politique proposée par le Conseil d'État. Juste après, nous avons eu des lueurs d'espoir autour de l'accord sur la répartition des catégories de logements en zone de développement, ce qui laissait peut-être présager une forme de pacification des discussions politiques sur le logement. Mais non, malheureusement, ça a été en fait un prétexte pour ressortir la hache de guerre et remodifier une fois de plus la loi sur le PAV. Autre événement qui s'est produit entre-temps, la votation sur l'initiative fédérale en faveur du logement abordable et des coopératives, où là, les Genevois ont dit à nouveau à 60%, vous voyez que c'est de nouveau à 60%, une population qui dit « nous voulons du logement abordable en coopérative ». C'est la manifestation de quoi, ça? C'est la manifestation d'une population qui, en gros, pour ces 2/3, souffre de la flambée des loyers, souffre de la pénurie de logements. Donc ici, nous discutons d'une modification de la loi PAV. Il se trouve que cette modification de loi s'applique à une modification de zone, et donc nous ne pouvons pas la modifier en réalité simplement ici entre nous au Parlement. Ça devrait théoriquement passer par une nouvelle enquête publique, et je fais le pari que ça n'aboutira de toute façon pas, et qu'il s'agit donc d'une sorte de gesticulation électorale. Jusqu'à maintenant, nous avons évité ces gesticulations parce que la droite n'avait pas de majorité sur ces sujets. Comme l'a dit M. Clémence, il y a 4 textes de loi qui parlent du même sujet dans les commissions. Pas de majorité jusqu'à hier, où le MCG a retourné sa veste. MCG qui était jusqu'à maintenant un fidèle allié de la construction du PAV, tant sur la loi PAV que sur la fondation PAV. Et malheureusement, nous ne pouvons plus compter sur le MCG sur ce sujet visiblement ce soir. Un MCG qui a d'ailleurs également retourné sa veste sur le soutien aux coopératives, je me permets de le rappeler ici. Et en faisant ça, le MCG fait le jeu de la droite et des promoteurs immobiliers et de tous ceux qui prétendent que la seule façon de résoudre la crise du logement à Genève, c'est de faire de la PPE. Nous n'avons rien, les Verts n'ont rien contre la PPE, simplement il faut être un petit peu réaliste. Surtout aujourd'hui, où les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers sont remontés aux environs de 3%, avec une flambée des coûts de construction qui fait que les appartements maintenant, même en zone de développement avec coûts contrôlés, produisent, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je dirais que
Un 6 pièces pour une famille, c'est environ 1 million. Donc ça concerne qui? Un appartement à 1 million avec un emprunt bancaire à 3%. J'aimerais bien qu'on me réponde à cette question. Dire aussi que la PPE en pleine propriété, qui est celle qui est souhaitée par la droite, c'est une PPE qui est contrôlée pendant 10 ans. Et je l'ai souvent dit dans ce Parlement, la PPE contrôlée après 10 ans, qu'est-ce que ça produit? Ça produit, 10 ans après, un appartement qui se revend avec une plus-value de au moins 30%, si ce n'est pas le double. Donc, si on est défenseur de l'accession à la propriété, on devrait être aussi défendeur de l'accession à la propriété en droit de superficie. Parce que la propriété sur un droit de superficie, contrairement à ce qui a été dit avant, c'est justement la seule garantie possible pour éviter que la PPE ne se transforme en une forme de logement purement spéculatif. Or, les terrains du PAV ont cette particularité, la particularité d'être des terrains publics. Alors on peut le voir comme un tard ou on peut le voir comme une chance. Les collectivités se démènent pour acheter des terrains pour les donner notamment à des coopératives ou pour en faire des espaces de qualité dans les quartiers. Ici, nous avons une collectivité qui possède déjà ces terrains. Et la droite nous propose d'en faire de la pleine propriété, donc d'aller vers une aliénation. Et nous avons fait cet exercice dans notre Parlement il y a quelque temps, lorsque le Conseil d'État, à l'initiative de M. Longchamp, voulait produire un certain nombre de PPE dans le quartier des Adrets. Et qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, à ce moment-là? Il y a eu une alliance entre le PLR et le Parti socialiste, notamment, qui a refusé cette aliénation de terrain. Donc, l'aliénation de terrain demandée par la droite dans le PAV, c'est juste un scénario qui n'est absolument pas réaliste. Donc, l'invitation ici, c'est de refuser ces projets de loi qui sont en fait une façon de remettre en question complètement la loi PAV, alors qu'elle a produit un consensus au sein de la population. C'est des projets de loi qui visent à... merci, Monsieur le Président. C'est un autre projet de loi qui vise à détruire complètement l'outil du droit de superficie, de la PPE en droit de superficie, alors que certains experts immobiliers, et je cite M. Yvan Schmitt, qui est un expert immobilier reconnu, proposait justement l'outil de la PPE en droit de développement comme étant une façon... Pardon, l'outil de la PPE en droit de superficie, merci M. Pagani, justement comme étant un outil très pertinent à utiliser davantage pour construire la ville. Voilà quelques arguments à ce stade qui font que la minorité verte vous encourage vivement à refuser ces projets de loi. Merci, monsieur le rapporteur de minorité. Je passe maintenant la parole à madame Nicole Valiquet-Grecuccio. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je pense que, comme moi, vous croyez au partenariat social. Eh bien, en 2018, quand la loi PAV a été votée, c'était une forme de pacte territorial. La population a accepté cette loi PAV à 62%. Et ce n'était pas un vote droite-gauche. Seules 6 communes se sont opposées: Conges, Coligny, Vendôme, Collonges, Corzier et Asnières. Et cette loi PAV a été soutenue également par des entrepreneurs, par des gens de droite. Donc ce n'était pas un combat gauche-droite. Ce n'était pas, et je le rappelle non plus, un combat avec Ensemble à gauche. Et je rappelle à M. Pagani qu'il était lui-même signataire des accords PAV en sa qualité de conseiller administratif de la ville de Genève. Donc ce que je demande ici, au nom des socialistes, c'est de considérer que la cause du logement est importante et qu'elle demande de réunir les efforts autour des projets d'architecture et autour des projets de logement. Je rappelle que le projet PAV, dans son ancienne loi comme dans la nouvelle, a toujours eu
de la PPE, 1900 PPE en pleine propriété, parce qu'il y a effectivement des terrains sur lesquels c'est possible de construire des PPE en pleine propriété. La modification de la loi PAV a permis d'augmenter cette proportion en faisant certes des PPE en droit de superficie, mais qui a nécessité, avec les signataires de l'accord du PAV, dont la SLOCA, de nombreuses discussions pour accepter ce principe de PPE en droit de superficie, qui sont, je vous le rappelle, au nombre de 2100. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de vouloir fragiliser les règles d'un dossier qui porte sur 12 500 logements à construire. Et peu à peu, ces règles vont se développer. Elles ont déjà été appliquées au secteur des Vernets. Bientôt, nous allons voter sur le projet de Praille Acacia 1. Ce projet qui fait l'objet d'un référendum au niveau municipal. Alors, que voulons-nous dans ce Parlement? Appuyer la construction de logements, répondre aux besoins pour toutes les catégories de logements, ou voulons-nous, par nos querelles incessantes, finalement fragiliser ce projet et donner de l'eau au moulin aux opposants de ce projet de développement? Nous avons la chance unique de construire un centre-ville urbain de qualité avec une renaturation des rivières dont nous avons voté ici le projet. Nous avons la capacité de développer des projets d'architecture de qualité. Nous avons la capacité de développer des activités de proximité avec ces projets. Et c'est ce projet-là d'envergure pour notre canton que nous voulons fragiliser. Alors j'en appelle à respecter les accords du PAV, de nous réunir ensemble pour la construction de logements, mais aussi pour dire à la population qu'elle a droit à un quartier de centre-ville de qualité et que c'est cela que nous allons lui offrir. Alors s'il vous plaît, j'en appelle particulièrement au niveau de la droite et du MCG, de renoncer à ces projets de loi, de rester dans ce que le peuple a voté pour construire ensemble ce quartier de qualité. C'est notre responsabilité et non pas à chaque stade de fragiliser cette construction et aussi de fragiliser les superficiaires dont les règles du jeu, vous les changez à chaque fois. Et pour les superficiaires, y compris pour les entreprises qui sont sur place, c'est une situation d'incertitude qui n'est pas tolérable. Alors, s'il vous plaît, réunissons-nous autour du projet, soyons un peu plus positifs et construisons ce centre-ville de qualité. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Je passe la parole à Monsieur Sandro Pistis. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous transmettrez, Monsieur le Président, au rapporteur de minorité que le groupe MCG n'a pas changé d'avis. Le groupe MCG a, en commission, voté oui pour des appartements en pleine propriété. Et le groupe MCG soutient également les propriétés de maisons, de villas dans notre canton, alors que le groupe des Verts est un bétonneur. Ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir raser nos villas qui font quand même partie de notre poumon, de notre canton, et en lieu et place, on veut y construire absolument des... Laissez parler l'intervenant, s'il vous plaît. Et nous sommes, nous, pour la pleine propriété. Ce qu'il faut également rappeler, vous transmettrez, Monsieur le Président, rapporteur de minorité, qu'aujourd'hui, nous avons besoin également de propriétaires. Plus de 30% quittent notre canton pour aller s'installer en France, de l'autre côté de la frontière. Quel est le message qu'on veut donner aujourd'hui à celles et ceux qui souhaitent devenir propriétaires dans notre canton? Le message qui est donné par le groupe des Verts, c'est « Nous ne sommes pas d'accord que vous deveniez propriétaire et on vous invite à quitter le canton pour vous installer en France. » Et ça, le MCG ne peut pas l'accepter. Mesdames et messieurs les députés, je vous invite à voter ce projet de loi de PAV qui permettra de donner la possibilité à la classe moyenne de pouvoir accéder
à des appartements à des prix raisonnables, parce qu'aujourd'hui, il est encore possible à Genève de pouvoir acheter des appartements à des prix raisonnables et de dire stop à cette évasion de Genevoises et de Genevois qui vont s'installer en France. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et la politique des Verts qui est menée aujourd'hui sur notre canton, elle est juste destructrice. Merci. Merci, monsieur le député. Je passe la parole à monsieur Rémi Pagani. Oui, Monsieur le Président, parce que j'ai été un peu pris à partie, mais puisque il est question de ma petite personne, humblement, j'ai d'ailleurs la possibilité de le dire, que quand il s'est agi de voter au Conseil administratif, je me suis opposé, mais évidemment, la collégialité a voulu que le Conseil administratif valide cet accord. Ceci étant, ce qui a été soulevé par Madame Valiquer est tout à fait vrai. Nous allons affronter un référendum des habitants de la ville de Genève, mesdames et messieurs, sur le Praille Acacia, sur Acacia 2, je crois que c'est comme ça qu'on l'intitule, Acacia 1. Et les initiants, enfin les référendaires vont bien évidemment s'appuyer sur notre discussion. La discussion de ce jour est le vote de ce jour. Ils diront aux électeurs de la ville de Genève, mais vous ne pourrez pas avoir de logement locatif à l'espoir qu'avaient les habitants de la ville de Genève pour loger leurs enfants, parce que c'est bien ça dont il est question, les jeunes couples, eh ben, les référendaires pourront dire, eh ben, ça sera de la PPE. Si vous n'avez pas 300 000 francs d'économie, parce que selon les chiffres qui ont été annoncés, c'est 300 000 francs qu'il faudra mettre sur la table pour accéder à la PPE, voire même à la PPE en droit de superficie, c'est un peu la même technique. Ça sera illusoire pour la population de la ville de Genève de pouvoir accéder à ces logements que vous leur faites miroiter. Et une fois de plus, ils contesteront le fait qu'on s'occupe d'une minorité, enfin qu'on ne s'occupe pas de la majorité, qu'on s'occupe d'une minorité de riches, voire d'ultra-riches, qui auront la possibilité d'acquérir et de spéculer. Après 10 ans, ça a été aussi dit. Donc en conséquence de quoi, moi j'avais l'idée dans ce vote référendaire de rester neutre, parce que le fait que mon droit de réserve me l'impose, mais dès le moment où on atteint à ce point-là à la Constitution genevoise, je me permettrai de reconsidérer ma position et de me mettre du côté des référendaires, parce que je vous signale immédiatement qu'ils auront raison de faire valoir cet argument, de dire que la collectivité a fait des efforts importants, les générations précédentes ont fait des efforts importants pour acquérir ce terrain, et aujourd'hui, il est bradé, et je pèse mes mots, en faveur de gens qui ne sont pas membres de la population genevoise, mais qui pourront venir mettre de l'argent au chaud en achetant des appartements en pleine propriété. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur de deuxième minorité. Je passe la parole au rapporteur de troisième minorité, monsieur David Martin. Monsieur Martin, vous avez la parole. On va 3-2. Non, c'est bon. On commence par le troisième. Merci, monsieur le président. Je pensais être inscrit juste après mon voisin. Juste 2 mots pour répondre. Vous transmettrez, monsieur le président, à monsieur Pistis. 3 éléments. La première chose, c'est que les membres ont fait partie, comme d'autres groupes de ce Parlement, de l'accord sur la répartition des catégories de logements en zone de développement, qui prévoit 3 tiers, 1 tiers de logements d'utilité publique, 1 tiers de logements locatifs et 1 tiers à la libre décision du développeur, mais dont 20% de PPE. Donc, nous faisons partie de ce consensus qui accepte qu'une partie des logements de ce canton vont se réaliser en zone de développement. C'est donc faux de dire que nous disons à l'ensemble des Genevois, vous n'avez pas le droit d'avoir un appartement en propriété. Après, l'allusion à la zone villa n'a pas
n'a pas véritablement de sens, comme les M. Pistis, puisque nous sommes ici dans le périmètre du PAV, qui est tout sauf un périmètre de villa. C'est plutôt un périmètre qui comporte une partie de friches industrielles et surtout des entreprises qu'il s'agira de déplacer. Et c'est là peut-être l'enjeu important qui n'a, je le dis en passant, pas tellement été relevé lors du débat de ce soir. Et puis le troisième point, c'est de dire que dans la loi qui est en vigueur, il y a toute une série de PPE qui pourront voir le jour. 1900 PPE dans les terrains qui sont privés à l'intérieur du PAV. Et puis, si mes calculs sont bons, 1700 PPE en droit de superficie. Ça fait quand même pas mal d'appartements, il faut le dire, en accession à la propriété pour la population de ce canton. Et puis, j'insiste encore une fois sur le fait que accéder à un appartement en PPE en droit de superficie, finalement, c'est très intéressant puisque ce sont des prix qui sont moins chers au moment de l'acquisition. Et puis, dans la durée, cela produit des appartements qui, lorsqu'il y a un passage d'un propriétaire à un autre, une vente, le prix est maintenu. Donc, dans la logique de permettre l'accession à la propriété sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant. Merci, monsieur le député. Je passe la parole à monsieur Nicolas Clémence. Combien de temps il me reste, monsieur le président? Il vous reste 43 secondes. Merci beaucoup. Alors j'irai droit au but. Ça concerne la PPE, puisqu'on parle ici de vraie PPE ou de pleine propriété. J'ai entendu le mot vrai PPE à la bouche de M. Desfailles. La PPE, c'est un modèle où, de toute façon, on n'est pas tout à fait propriétaire de son logement, oui, mais pas du terrain, puisqu'on le partage en quote-part avec les autres, avec nos voisins propriétaires. Donc le modèle n'est pas si différent de celui de la PPE en DDP. La seule différence en DDP, c'est qu'on n'achète pas le terrain. Donc en fait, il y a quand même 15 à 20% moins cher pour acquérir ces PPE. Et l'avantage, c'est que davantage de personnes ont accès, on parlait de classe moyenne, alors ça peut être la classe moyenne supérieure, mais il n'empêche qu'il y a quand même 20% de moins de prix à mettre en PPE, en DDP, plutôt qu'en PPE en pleine propriété, alors qu'en pleine propriété, ça n'est pas vraiment de la pleine propriété, puisqu'on est propriétaire avec tous ses voisins. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe la parole au rapporteur de majorité, monsieur Sébastien Desfailles. Oui, merci, monsieur le président, pour assurer Stéphane Fleuret qui veut absolument laisser couler les noms. Je vais faire très très court, mais il est toujours jouissif de prendre la gauche en flagrant délit d'hypocrisie, parce qu'il nous parle aujourd'hui d'un vote avec 64% de la population qui s'était rangée derrière le PAV. 62%, c'est encore mieux par rapport à la démonstration que je vais vous faire. Ce faisant, ils omettent le vote du peuple de la traversée du lac de 2015 avec un score de 64%. Et pourtant, la gauche, ensuite de ce vote, s'est systématiquement opposée au crédit d'études. Alors ne nous parlez pas de volonté populaire. Ce qui est absolument incroyable dans tout ce que l'on a entendu dans les arguments de la gauche, je pense qu'ils ont parlé pendant 40 minutes. Et aucun ne s'est prononcé sur le fond du dossier. Nicolas Clémence s'est borné à étaler des arguties juridiques au demeurant faux. Monsieur Pagani a étalé sa haine de la propriété privée qu'il confond avec la spéculation. Manifestement, il n'a pas lu la Constitution. Et David Martin a dit que le droit de superficie était mieux. C'est le même David Martin qui, pour les coopératives, a déposé hier un projet de loi pour que les coopératives puissent être subventionnées dans l'acquisition de terrains en pleine propriété. Non, le fonds n'a pas été abordé. Et le fonds, c'est quoi? C'est l'accession à la propriété de la classe moyenne. Vous n'avez apporté aucune réponse, monsieur David Martin. Monsieur le Président a évoqué l'existence de PPE dans l'ensemble du périmètre du PAV, étant précisé que la plupart de ces PPE sont en zone ordinaire et donc inaccessibles pour la classe moyenne. Il n'y a pas eu une réflexion sur la mixité sociale et l'importance de celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut pour le plus grand périmètre du canton? Est-ce qu'on veut faire des ghettos sociaux avec les conséquences que l'on peut déjà anticiper,
ou est-ce que l'on veut une Genève équilibrée avec une place pour l'ensemble des composantes de la société? Merci. Merci, monsieur le député. Je rends la parole à monsieur David Martin. Il vous reste 2 minutes 9. 2 minutes. Oui, j'aurais pas du tout besoin de 2 minutes, c'est juste pour apporter une précision ou une correction. Dans le périmètre du PAV, il y a 1700 appartements en PPE en zone de développement, donc avec des prix contrôlés, 1700, et 1200 en PPE droit de superficie, également avec des prix contrôlés. C'était juste pour dire que, voilà, revenir sur les propos du rapporteur de majorité qui prétend que l'ensemble des PPE prévus sont en zone ordinaire. Donc il y a bel et bien dans le PAV des PPE prévus pour la classe moyenne. Et puis, puisque j'ai la parole, dire aussi que dans l'ensemble de ces logements qui sont prévus dans la catégorie logement d'utilité publique, qu'on appelle logements sociaux, qu'on a tendance un petit peu à déconsidérer, il y a toute une catégorie, toute une diversité de types de logements. Et à l'époque de la votation sur le sujet, les calculs qui étaient mis en évidence à l'époque relevait que pour un couple avec 2 enfants qui gagnaient 200 000 francs par année, qu'un couple ayant 2 enfants gagnant 200 000 francs par année pouvait rentrer sans aucun problème dans ces appartements. Donc si ça, c'est pas de la classe moyenne ayant accès au futur logement du PAV, qu'on vient de m'expliquer où est le problème. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur Pagani. Oui, monsieur le président, juste pour donner quelques éléments d'information, quand on dit oui, on va faire accéder la classe moyenne, maintenant ça a changé, on dit classe moyenne supérieure, parce qu'effectivement les taux d'intérêt ont augmenté. Mais moi je me suis occupé de chômeurs qui avaient dans les années 80, qui n'avaient pas résisté à acheter un appartement en zone de développement à 600 000, 700 000 francs, ce qui était le cas il y a quelques mois, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. On l'a vu, ça va monter à 1 million, plus d'1,5 million en fonction de l'augmentation du taux hypothécaire. Et en fait, ils se sont retrouvés, parce qu'ils sont tombés au chômage, parce qu'une des 2 personnes que vous citez, M. Martin, est tombée au chômage, ils se sont retrouvés en faillite personnelle. Et c'est ça que vous proposez comme logique, en faisant miroiter, et c'est pour ça que nous disons que c'est un miroir aux alouettes qui est proposé, sauf aux personnes qui ont soit des parents extrêmement riches, soit des revenus extrêmement élevés, qui peuvent prendre le risque de voir les taux hypothécaires monter, parce qu'ils vont monter, c'est évident, pour juguler l'inflation, les banques centrales vont augmenter les taux hypothécaires, c'est évident. Donc on va mettre ces personnes dans une logique de faillite personnelle. C'est la responsabilité que vous allez prendre, mesdames et messieurs, en faisant miroiter à ces gens qu'ils auront la capacité d'être propriétaires. On n'est pas contre le droit de propriété. On dit simplement dans la logique dans laquelle vous mettez les gens, les couples qui ont cet espoir d'avoir un appartement, quelque chose à eux, vous les mettez à terme dans des situations infernales. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole au conseiller d'État, Antonio Gers. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, d'emblée, permettez-moi de dire que l'adoption de ces projets de loi tels qu'ils sont aujourd'hui formulés n'est pas conforme à l'article 16 de la loi sur l'aménagement du territoire au niveau fédéral, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'enquête technique ni d'enquête publique. Nous l'avons dit et répété en commission. Le directeur juridique de l'Office de l'urbanisme l'a dit et répété en commission, et malheureusement, une majorité s'entête à vouloir aller de l'avant sur des projets de loi qui seront sans aucun doute annulés par les tribunaux, puisque la dernière fois que votre Parlement a décidé de faire le même, la justice vous a rappelé. Alors, je pense que pour le dernier débat de la législature, ce n'est pas très glorieux comme démarche institutionnelle. Je le regrette parce que les experts, la plupart des députés ne connaissent pas la matière, mais les membres de la commission le savent très bien.
Et malgré tout, ils font croire que ce Parlement peut adopter de manière complètement souveraine des projets de loi modifiant les limites de zone, alors que le droit fédéral est très clair. Il y a un devoir de procédure qui relève de l'enquête technique, d'enquête publique. Les 3 communes concernées, Ville de Genève, Carouge et Lancy, ont d'ores et déjà exprimé leur refus de cette démarche, mais quand bien même elles doivent être, de par le droit, saisies formellement d'une modification si substantielle, elles ne l'ont pas. Et c'est pour cela que le Conseil d'État ne demandera pas le 3e débat. Ceci ne m'empêche pas, au nom du gouvernement, de donner quelques éléments de fond sur ce projet de loi. Tout d'abord, le 12-290. Il a 3 volets. Le premier, c'est pour dire que la loi Longchamp, l'article 5 LGZD, s'applique au PPE, en DDP, au PAV. Mais la loi Longchamp s'applique au PAV. Il y a une redondance juridique qui est créée, elle s'applique. La loi Longchamp s'applique sur tout le territoire. La LGZD s'applique sur l'ensemble de la République, elle s'applique au PAV. Deuxième article, c'est de dire que le contrôle de 10 ans s'applique aussi ici au PAV, de la LGL, de la Loi Générale sur le Logement. Mais la LGL s'applique au PAV. Donc, premier élément de ce projet de loi, mesdames et messieurs, c'est créer de doublons normatifs. On se demande pourquoi Genève est le champion de la densité normative. C'est un parfait exemple. Il y a des projets de loi qui disent l'article général, il s'applique aussi dans ce cas particulier. Sans blague, première année de droit à l'université. Et enfin, ce projet de loi porte sur la nouveauté, et c'est là l'aspect singulier, c'est d'établir un prix des droits de superficie de l'État de Genève, un prix légal, législatif. C'est la première fois qu'on entrerait ça dans notre législation. Encore une Genferei, encore une rigidité normative genevoise, et déterminer 10 francs de mètre carré. Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 12? Aucune étude, aucun élément n'a été donné ni par les initiants, ni dans le cadre des débats en commission. Or, ce n'est pas anodin. 10 francs le mètre carré, mesdames et messieurs, il faut le comparer parce que ça serait 10 francs le mètre carré pour les PPE, en DDP, pour les PPistes. Ceux qui habiteront dans un logement social, eux, restent à 20 francs le mètre carré. Et la classe moyenne qui est dans du locatif standard à 30 francs le mètre carré. Donc, mesdames et messieurs, vous voulez détruire de la valeur des actifs de l'État pour subventionner des classes moyennes supérieures et faire payer 2 fois moins cher à des propriétaires de PPE qu'à des bénéficiaires du logement social. Non, mais je crois qu'il faut, au bout d'un moment, atterrir et se rendre compte de l'absurdité de cette proposition. Et cela, évidemment, provoque des pertes à l'État. Le département des finances a calculé qu'il y a 20 millions de dépréciations d'actifs immédiats qui sont liés à cette valorisation arbitraire et absurde de 10 francs le mètre carré, et là-dessus, une perte de rendement, puisque les PPE, on le mettrait plutôt autour de 30 francs le mètre carré, comme le locatif d'ailleurs, et donc une perte de 5 millions par année. Pourquoi? Au nom de quoi? Et pourquoi les locataires et les bénéficiaires de logements d'utilité publique ne pourraient pas aussi avoir finalement cette aide de l'État que vous voulez donner ici aux PPistes? Cette proposition, mesdames et messieurs, est liée à une fixette autour de la propriété en droit de superficie. J'entends, ce n'est pas un modèle que le Conseil d'État veut généraliser. C'est un modèle qui existe, il existe déjà sur notre canton, et se pose alors une question. Pourquoi sur les propriétés de l'État qui sont dans le PAV, c'est 10 francs le mètre carré, mais dans les propriétés de l'État qui sont hors du PAV, alors là, ça peut être plus. Cette loi ne porte que sur le PAV, mais les propriétés de l'État où il y a de la DDP, de la PPE, il y en a en dehors du PAV. Alors il y aura 2 prix en fait. Si vous avez une PPE dans le PAV, vous payez 10 francs au mètre carré à l'État, mais si vous êtes en dehors du PAV, c'est 30 francs. Mais c'est absurde. Au nom de quoi? Et ces droits de superficie, mesdames et messieurs, il faut comprendre que c'est un modèle qui n'est pas très généralisé à Genève et que le Conseil d'État n'entend pas généraliser. Mais il existe par ailleurs. Plus d'un tiers de la ville de Londres fonctionne en droit de superficie qui appartient à la noblesse et à la royauté. Plus d'un tiers de la ville de Berne appartient à la bourgeoisie et fonctionne en matière de PPE sur DDP. Singapour, fleuron économique de l'Asie du Sud-Est, est essentiellement basé sur de la propriété en DDP et sur la PPE en DDP. Parce que Singapour, comme Genève, est un petit État, il a peu de surface. Et Singapour a compris
que de maîtriser le foncier est un moyen d'éviter la spéculation. Et la spéculation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange le pouvoir d'achat, elle mange la capacité d'investissement des entreprises, des propriétaires, elle mange l'économie réelle en réalité. Parce que cet argent va payer des rentes extrêmement importantes à l'égard des propriétaires spéculatifs et cet argent manque à l'économie réelle. Donc ne venez pas dire que le droit de superficie tue l'économie. Qu'est-ce qui fonctionne très bien en droit de superficie chez nous? Notre zone industrielle. L'essentiel de la zone industrielle à Genève est en droit de superficie. Est-ce que nos entreprises, nos fleurons internationaux de l'industrie genevoise qui vendent à l'étranger se plaignent de ça? Non, ça fonctionne. Ça fonctionne, le droit de superficie fonctionne dans beaucoup de domaines et notre industrie demande ces droits de superficie parce que ça évite aux industriels de dépendre des spéculateurs immobiliers qui maîtrisent ce fonds. Défendons le droit de superficie est un moyen de défendre l'économie réelle, non pas l'économie qui sert des rentes aux propriétaires fonciers, mais l'économie qui investit, qui crée et qui crée surtout de l'emploi. Ensuite, il y a le projet 12291, plus politique celui-là, qui souffre quand même d'une malformation de naissance. Il a été déposé au moment où le peuple se prononçait sur cette question-là. Des députés ont déposé un projet de loi pour contredire l'opinion du peuple, peut-être sentant qu'ils allaient perdre malgré une campagne immense qui a été menée contre la nouvelle loi PAV. Et ils demandent par conséquent d'aliéner des terrains publics à hauteur de 24%. On peut entendre la demande de mixité sociale, je la partage et je l'ai dit publiquement. Mais aliéner des terrains publics, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parcelle par parcelle déposer des projets de loi. Et on sait, ça a été rappelé par un des rapporteurs, quand le Conseil d'État s'est risqué à venir devant vous pour une petite parcelle, 50 logements PPE, pour qu'elle puisse être alignée pour faire de la PPE en plein, il y a eu plus de 2/3 de députés qui ont refusé ce projet de loi, à commencer par le PLR, qui a été en pointe pour refuser un projet de loi d'aliénation de juste 50 logements. Donc, comment voulez-vous que l'on applique cette loi de manière massive sur des centaines de logements, qu'il faille trouver des majorités dans cette enceinte, peut-être on le fera, mais qu'ensuite, il faille, parce qu'il y aura des référendums, c'est certain, eh bien, les défendre devant le peuple avec un argument qui sera facile pour les référendaires, qui est celui de lutter contre la spéculation, ce sur quoi ils auront raison. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entrepreneurs? Qu'est-ce que ça veut dire sur les entreprises du PAV qu'on essaie de convaincre, de bouger pour réaliser cette ville? C'est l'incertitude, mesdames et messieurs. Ce projet de loi crée une énorme incertitude sur le marché immobilier du développement du PAV parce qu'il va surpolitiser la vente de chaque parcelle. Mesdames et messieurs, le peuple s'est prononcé sur une nouvelle loi PAV. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas fermé à la discussion, mais elle doit se faire dans un cadre négocié. Aujourd'hui, nous avons une mobilisation forte des agents pour réaliser, pour concrétiser le PAV et une remise en cause permanente de la loi PAV, eh bien, elle n'est pas de nature à rassurer ces investisseurs et ces entrepreneurs. Le Conseil d'État refusera donc le troisième débat et il vous sera loisir lors de la prochaine session de revenir sur ce sujet. Mais en l'état, je vous invite à vous y opposer. Merci. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Nous allons donc passer au vote d'entrée en matière. Êtes-vous soutenu? Vous l'êtes. Donc, nous allons passer au vote d'entrée en matière sur le projet de loi 12290A. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Vous avez accepté l'entrée en matière de ce projet de loi par 53 voix positives contre 40 non et 2 abstentions. Nous sommes donc au deuxième débat. Titre et préambule, pas d'opposition adoptée. Article 1 souligné, modification, pas d'opposition adoptée. Article 4, alinéa 10 à 12, nouveau l'alinéa 10 ancien devenant l'alinéa 13. Pas d'opposition adoptée. Article 2 souligné, entrée en vigueur, pas d'opposition adoptée. Le troisième débat n'est pas demandé. Donc, nous passons au vote d'entrée en matière du deuxième projet de loi, le projet de loi 12291A. Celles et ceux qui l'acceptent.
Vous êtes soutenu. Ceux qui l'acceptent votent oui, les autres non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Par 52 oui contre 40 non et 2 abstentions, vous avez accepté l'entrée en matière de ce projet de loi. Nous sommes au deuxième débat, titre et préambule. Pas d'opposition adoptée. Article 1, souligné, modification. Pas d'opposition adoptée. Article 4, à nouveau, pas d'opposition adoptée. Article 2, souligné, pas d'opposition. Entrée en vigueur, pas d'opposition adoptée. Le troisième débat n'est pas demandé. C'est donc un joli héritage qui sera envoyé à la troisième législature.